Les gars, je veux pas casser le party, mais le consentement sexuel entre hommes, ça existe. Alors, avant d'avoir du fun, ça prend le consentement de l'autre, en tout temps. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'aussi bien rester à la maison puis jouer tout seul. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Alexandre. Je suis co-directeur général à Réseau et directeur des communications et ressources. Moi, je suis Brock. Je suis co-directeur chez Réseau, chargé des programmes et services. Et ce soir, nous proposons un panel avec plusieurs points de vue, plusieurs expertises sur les sujets de consentement et violence sexuelle entre femmes. Nous allons entendre des témoignages, des nouvelles recherches sur les sujets. Nous allons parler d'outils et puis on va faire un retour sur quelques campagnes qu'a fait Réseau dans l'année précédente. Donc, comme Brock le disait, 1 an, presque jour pour jour, on lançait la campagne consentement. Donc, on fait un retour là-dessus. On va présenter aussi des commentaires sur les réseaux sociaux qu'on a reçus. Voilà, sans plus tarder, j'invite Gabriel Giroux, qui était un employé, en fait, qui était au cœur de la campagne consentement il y a 1 an, qui travaillait sur la campagne. Donc, il a accepté de venir en parler. Et il est aussi, en ce moment, coordonnateur de recherche à l'Université Laval. Voilà. Avant de parler précisément de la campagne, des défis qu'on a rencontrés, puis des discours qui ont émergé à propos de la campagne, je tiens à mentionner que la campagne a pris racine dans un contexte social général dans lequel pardonnez-moi, un contexte général, d'une certaine forme de dénonciation, d'abus portés par le mouvement féministe. #MeToo, puis je pense que c'est important de le reconnaître, en fait. Réseau, ça sort pas de nulle part, c'est une campagne qui prend racine là-dedans. Et puis, c'est important de le mentionner, justement, parce que je suis très content de venir parler de ce sujet-là, il ne faut pas non plus invisibiliser les racines de cette lutte-là, puis l'importance de cette lutte-là pour l'organisme et plus généralement pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Il faut le savoir, en fait, la campagne de Réseau, elle portait sur quoi? Elle portait sur des lieux précis, des contextes précis. On a cherché avec cette campagne-là de mettre volontairement de côté des sujets, tout ce qui se liait notamment à des agressions sexuelles. Donc, tu sais, je viens de parler de MeToo, tout ça. Nous, on s'est concentré sur des choses, des événements, des situations qui se produisaient dans ce qu'on pourrait appeler grossièrement des espaces publics ou semi-publics. Les bars, les toilettes publiques, les parcs, les lieux de socialisation. En fait, on s'est rendu compte, en réfléchissant en équipe et tout ça sur ces questions-là, que en fait, la question du consentement dans les lieux de socialisation était souvent occultée. Ça passait sous le radar, c'est-à-dire que c'est un peu comme si, d'une manière normative, il y avait la réflexion suivante, c'est dans un milieu festif, on a du fun, peu importe, le consentement, ça ne s'applique pas. Or, une espèce de... comme si ça s'imposait pas. On a aussi abordé, dans cette optique-là, les applications de rencontres, notamment à travers la question des dick pics. Parce que, si c'est un peu le même principe, hein, si les apps sont utilisées à des fins, disons, de rencontres charnelles, c'est comme si ça leur permettait de se soustraire aux questions fondamentales du consentement. Or, c'est pas le cas. On a donc cherché à travailler à des situations qui peuvent être partagées par un grand nombre de personnes. En fait, on a commencé par aller chercher tout plein de spécialistes, de groupes d'intervention terrain, de personnes qui se spécialisaient dans ces questions-là, en violence sexuelle, questions du consentement, plus généralement chez les ARSA, pour voir en fait qu'est-ce qu'on devait affirmer, qu'est-ce qu'on devait pas dire, c'est quoi les objets ou les thèmes sur lesquels on devait absolument se concentrer. C'est quoi les sujets, bref, incontournables. Après réflexion en équipe, après réflexion avec ces chercheurs, ces groupes d'intervention terrain, tout le monde, il y a eu 3 grands thèmes généraux qui ont émergé. Ça devient les trois affiches. La première affiche, c'est l'idée que si tu veux pogner, tu ne regardes pas la bite de l'autre quand tu t'en vas pisser dans une urinoir. Le fait de ne pas pogner le cul de quelqu'un dans un bar. Et le troisième, j'en ai parlé, c'est l'application de rencontre, c'est la question des dick pics, ne pas envoyer des dick pics sans consentement. En fait, donc c'est ça, j'en ai mentionné un peu, la question des dick pics, c'est ça nous apparaissait essentiel parce qu'il y avait énormément de commentaires qui sont revenus. Et puis ça a été confirmé aussi par les commentaires quand la campagne est sortie. À l'effet que les dick pics sans consentement, c'était quand même quelque chose qui pouvait être comme
de l'ordre d'une agression, quelque chose d'irritant, qui sont là ici en euphémisme. Puis, en fait, je pense qu'on a assez bien visé avec nos thèmes de campagne également. On a donc voulu, en fait, créer une campagne qui cherchait à la fois à faire réagir, ce qui est accompli, avoir le nombre de commentaires positifs et négatifs qu'on a reçus, et qui permettait aussi de remettre en question certains comportements qu'on pouvait tenir pour acquis. T'es chaurette dans un bar, tu parles le cul de quelqu'un, tu ris, c'est drôle. Ben, ça, c'est des genres de comportements qu'on voulait justement dresser, qui est à la fois, peut-être paradoxalement, à la fois très spécifique, mais à la fois très général. Tu sais, les dick pics, envoyer une dick pic à quelqu'un qui t'a rien demandé, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans ce qu'on a reçu. Les réactions ont donc été nombreuses et assez variées. Rapidement, sur les réactions, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup également de critiques. Évidemment, dans les critiques, on a eu le classique, hein, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. On s'est fait traiter de sec touche, on s'est fait traiter qu'on n'était pas capable d'avoir du fun, qu'on n'aimait pas les gays parce que, bon, tout le monde sait que... En fait. Donc, bref, ah oui, mon préféré personnellement, et je m'y attendais, c'est le fameux « c'était mieux dans mon temps ». La réponse de réseau, la réponse que collectivement dans l'organisme, on a mis de l'avant était la suivante. C'est-à-dire qu'avec notre campagne, avec la campagne de réseau, on ne cherchait pas, on ne disait pas ou on n'empêchait pas, pardonnez-moi, à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Ce qu'on voulait, c'est juste de s'assurer que l'autre ou les autres personnes, ben, ça leur tentait. En fait, le message était le suivant: faites ce que vous voulez, mais assurez-vous seulement que vous n'êtes pas le seul à le vouloir. On a également rappelé à la fameuse critique, c'était venu à mon époque, une chose qui nous apparaissait essentielle: une action déplacée reste déplacée, peu importe le moment où elle a été faite, le moment où elle a été produite. Au-delà, évidemment, des critiques négatives, il y a beaucoup de commentaires positifs. Moi, j'ai entendu personnellement, on était affichés dans les bars, tout ça. Fait, évidemment, je sors dans les bars, puis là, je regarde mon affiche, puis là, je suis vraiment content. Et puis, il y a des gens qui m'abordent parce qu'ils ne savent pas que c'était moi qui me chargeais de ça, puis qui me disaient: oh, bon, ça fait du bien de l'entendre, tu sais. Puis d'entendre des commentaires dans des bars de gens qu'on ne connaissait pas, il y avait une résonance qui était extrêmement intéressante à voir. Beaucoup de « enfin on en parle » et beaucoup aussi de « merci ». J'ai même su, on m'a dit, à travers les branches, que nos affiches, notamment celle du dick pic, étaient même utilisées sur l'application de rencontre. Tu changes tes photos. Puis la dernière photo, c'est celle-là, l'affiche de réseau sur les dick pics. Puis pour moi, ça vaut plus que n'importe quel « c'était mieux » à mon époque. Puis la dernière partie, en fait, de cette grande aventure était sur... une capsule, en fait. On a voulu mettre de l'avant des gens, des témoignages de gens de nos communautés, en fait. On a voulu donner la parole un peu sans filtre. On avait certains thèmes, évidemment les thèmes des 3 affiches. On voulait qu'ils racontent leur anecdote, leur point de vue, leurs enjeux particuliers. Et ça a donné, en fait, une capsule qu'on a le grand bonheur de vous présenter. Mettons que tu rentres dans un bar puis tu les vois, là, ils sont à la chasse. T'sais, ils sont devant la porte d'entrée, là, puis ils regardent chaque personne qui rentre. Puis là, je suis genre, bon, OK. Mais ça dépend de l'heure aussi. Là, genre, pour vrai, là, si tu vas dans un bar, un club à 2h30, là, tu sens que tout le monde est vraiment comme, OK, il y a une personne encore de la soirée, fait que là, ça devient plus touchy, ça devient plus sexy. Puis comme, c'est sûr que là, ça peut être plus pressant, genre, comme tu peux sentir comme un certain rush, une certaine presse à devoir comme trouver quelqu'un, avoir un match, ou genre frencher, ou comme grinder avec quelqu'un. On dirait que c'est comme... c'est genre plus en fin de soirée, là, c'est comme... Tandis que Grindr, c'est genre tout le temps, là. C'est comme à 6 h du matin à midi, il y a toujours une... Mais il y a aussi le fait que c'est tellement plus facile de chasser derrière un écran. Ben oui. Tu sais, comme des comportements qu'on reçoit, ou même des trucs que des gars nous disent sur Grindr, jamais qu'ils vont nous dire ça en vrai. Jamais, non. Jamais, parce qu'il y a comme... Là, tu sais, t'es en face de l'autre, puis comme t'es vraiment en contact avec lui, tandis que sur Grindr, c'est tellement facile, puis tu sais, on le voit même pas nécessairement sur Grindr, juste sur les réseaux sociaux, les commentaires, ça, c'est tellement plus facile d'écrire ça que de le dire en vrai, puis de le mettre en mots aussi. Ouais. Réel.
Mais c'est sûr que dans un bar gay, on dirait qu'on se laisse plus aller, puis que c'est comme sous-entendu que il y a plus de crouse qui se donnent entre gars, il y a plus de... Ah, mais 100%, il y en a plus. Puis Ah ouais. c'est comme ça se peut que ça soit moins respectueux, quoi. C'est comme dans un bar gay, comme on dirait que tout le monde sait déjà que t'es gay ou queer ou ouvert d'esprit, fait comme il y a moins la retenue de genre, est-ce que la personne est la même attirance que moi, ou est-ce que c'est-tu déplacé si je la touche, c'est-tu déplacé si je fais un mot sur elle, tandis que comme dans un bar gay, c'est comme, c'est sous-entendu que comme t'es ouvert à l'expérience, là, du moins. Mais tu sais, genre, moi, le fait que la personne s'approche, ça me dérange pas. C'est plus le fait que je te dis non une première fois puis tu réessayes pareil après. C'est plus ça qui me dérange. Ouais. Parce que, mettons, tu sais, moi, je comprends le contexte où, exemple, je rentre dans le bar, t'es chaud, tu vas trouver cute, tu t'es essayé, t'as été maladroit, je peux comprendre. Mais si je t'ai dit non, puis après tu persistes, là, ça me dérange. Ouais. Moi, j'ai eu longtemps. Moi, pendant genre 1 an, comme j'allais dessus tous les jours, puis c'était comme partie de ma routine quotidienne là, d'avoir Grindr. Là. Genre, je sais pas, c'est comme... ça devient ancré en toi, tu regardes le matin, tu check. Ouais, ça devient juste naturel, ouais. Si tu changes de quartier, tu gardes dans quel quartier, c'est qui les beaux gars dans le coin, c'est qui... J'ai jamais gardé Grindr trop longtemps. Parce que à un moment donné, tu sais, les dick pics, ils rentrent. Là. Ça rentre. Ou tu sais, les messages bizarres. Moi, pour moi, c'était trop. Fait que j'étais comme... Tu sais, je le remettais, peut-être 1 semaine ou 2, je le renlevais. 1 mois plus tard, je le remettais. Puis après, je le renlevais. Puis là, j'ai fait toujours une longue période sans. Tu sais, des fois, le monde associe puisque je cherche du sexe ou je cherche avoir une relation, là, je veux automatiquement recevoir des photos tout nues de toi, sans que je te le demande ou sans que tu me demandes avant. Moi, personnellement, j'envoie jamais de photos nues à la personne. J'attends pas non plus que quelqu'un me les envoie. Parce que c'est juste pas moi. Moi, j'étais de même au début, là, mais après, à un moment donné, j'étais comme, OK, ben on dirait que t'en reçois tellement qu'à un moment donné, t'es comme, OK, ben je peux en envoyer moi aussi parce que j'en reçois. On dirait que c'est comme un contrat genre non formel que comme si tu es sur Grindr, ben tu vas en recevoir puis tu vas en envoyer. Pour moi, c'est un peu de même. Ouais. Mais tu sais, en même temps, la dick pic, elle arrive dans les 3 premiers messages. Tu sais, c'est genre bonjour, ça va, dick pic. Là, t'es comme OK, je connais pas ton nom. Tu sais, pour moi, c'est comme un gros turn-off. C'est tellement rare que le monde demande là, yo, est-ce qu'on s'envoie des photos ou est-ce que comme t'as-tu envie que je vois mon pénis? Genre, c'est le monde ne demande pas ça. Le monde sont genre OK. Direct, genre à frette, là, genre. Comme si t'es rendu normal. Mais en même temps, je suis pas la Sainte Marie, j'en ai déjà envoyé. J'en ai déjà envoyé. Mais tu sais, c'est arrivé dans un contexte où, exemple, le gars me plaisait, ça fait exemple 2-3 jours qu'on parle, tu sais, vraiment intensément et tout. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, genre, let's go, j'ai envoyé une coquine puis that's it. Mais tu sais, souvent, ça va être une, that's it. Ouais. C'est la même que je disais pendant 3 ans. Malaisé des fois aller à l'urinoir parce que t'arrives, puis là, c'est plein de gars qui font rien, ils font juste checker, genre. Puis tu sais pas s'ils attendent un ami, s'ils vont attendre pour pisser ou une cabine, mais genre, c'est un peu prédateur, là. Fait que moi, souvent, quand il y a trop de monde au bar, je vais aller, genre, soit à l'extérieur ou dans une cabine. Là. Ah ouais? Mais moi, je suis quand même très à l'aise. Si je vais aux toilettes sans souci. Parce que je me gêne pas, tu sais, mettons, s'ils regardent, je suis genre, parce que regarde. Laisse-moi pisser en paix, là, mais je me gêne pas de le dire, mais je pense qu'on devrait pas être gêné non plus de le dire. Tu sais, mettons, regarde chez vous, puis laisse-moi pisser en paix. Non, mais moi aussi, je vais quand même, mais j'ai jamais eu le goût de le dire si je sentais qu'il me regardait. On dirait par peur de sa réaction ou par peur de... Mais genre, je me taisais, puis je continuais, puis comme... Tu focus sur ta piste, puis t'es comme, OK, je regarde pas, c'est bon. Genre, sors le plus vite possible, on s'en va d'ici, mais comme, il faudrait pas avoir ce réflexe-là, puis il faudrait justement le dénoncer, idéalement. Ouais, ben oui. Il faut le dénoncer. Moi, je pense que la clé, c'est vraiment d'en parler. Tu le dis direct. Parce que si tu... Je pense que du moment où tu t'hésites un peu à le dire, lui, dans sa tête, il prend ça comme genre un way in. Puis il fait, OK, vas-y, moi, genre, tu sais, il a rien dit. Je me permets, tant que... Tu sais, il dit rien. Je me permets. Et moi, je trouve ça très, très important. Moi, je le dis tout le temps. Je dis tout le temps, puis je me gêne pas. Parce que je me dis, du moment où je le ferai pas, là, pour moi, je suis pas autant coupable, mais presque. Parce que, tu sais, je me suis pas défendu non plus là-dessus. Même si c'est pas un truc normal, tu sais, je suis pas censé me défendre là-dessus, c'est pas censé arriver. Mais c'est la réalité des choses. Mais c'est clairement à cause de la porn aussi. Là. Il y a tellement de porn genre, qui commence genre, dans l'urinoir, quelqu'un regarde, après ça vire en scène de cul. Genre. Fait que c'est sûr que comme les gars, genre, ils internalisent ça, puis après ils sont comme, OK, ben la salle de bain, c'est un lieu comme adéquat pour faire ce genre de comportement. Ça, c'est comme dans une scène, genre, c'est comme des acteurs consentants, tandis que comme dans la vraie vie, genre, c'est comme, moi j'ai envie de pisser, pas envie de commencer un trip à 3, genre. Mais bon.
Si j'ai un dernier message à passer, c'est que peu importe ce que tu as envie de dire ou de faire à l'autre, ben demande-y donc. Demande-moi donc d'un bar si tu as envie de m'embrasser. Hey, t'es-tu chill si je donne un câlin ici, genre je t'embrasse? Juste pas insister. Je suis professeure à l'École de travail social et criminologie à l'Université Laval à Québec, donc ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Donc, je viens vous présenter les résultats d'une recherche qui a commencé il y a 3 ans, un petit peu dans le prolongement là, des travaux de réseau avec la campagne Vrai. Et cette recherche-là implique plusieurs organismes du milieu, entre autres Réseau, Interligne, et là, je les nommerai pas tous, mais bref, c'est vraiment une recherche qui a été ancrée dans les communautés. Comme le temps est relativement court, j'ai choisi de vous présenter certains résultats liés davantage à violences sexuelles et consentement, pour rester dans le thème. Mais je voudrais que vous gardiez en tête là, que c'est comme juste une petite partie des résultats. Gabrielle a présenté, puis bon, toute la campagne consentement dont on vient de parler était vraiment plus dans les espaces publics. Donc, nous, on se concentre vraiment plus dans les relations intimes et amoureuses. Rapidement, la recherche comptait 4 objectifs. Donc, on voulait identifier les formes de violence qui peuvent se vivre dans les relations entre hommes, voir certains facteurs de risque, certains facteurs de protection. C'est quoi les besoins des gars qui vivent de la violence? C'est quoi leur expérience aussi dans les services? Donc, c'est quoi les obstacles qu'ils rencontrent, mais c'est quoi les bons coups aussi qui peuvent se vivre quand les hommes demandent de l'aide? Et le dernier objectif, c'est d'identifier des stratégies, donc comment adapter les pratiques. Donc, on est actuellement là, rendu à cet objectif-là, le dernier, comme on est à la fin de la recherche. Ma présentation d'aujourd'hui, elle va se concentrer davantage sur le premier et le deuxième objectif de recherche. J'y vais rapidement avec la méthodologie, c'est souvent la partie moins stimulante des présentations, donc je fais ça vite. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré 23 personnes qui s'identifiaient comme hommes et qui nous ont dit qu'ils avaient vécu de la violence dans le cadre d'une relation intime et amoureuse avec un autre homme. Quand je dis avoir vécu, soit qu'ils ont été victimes ou soit qu'eux, ils ont exercé de la violence, on ne faisait pas de différence entre les deux. Ce n'était pas un critère. Pour nous, c'était juste d'avoir vécu de la violence. Ces gars-là ont été recrutés dans différentes régions de la province. Donc, des gars de Montréal, de Québec, Montérégie, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, Mauricie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils ont été recrutés par différents moyens, donc dans les organismes, sur Kijiji, sur Facebook, donc vraiment une diversité de recrutement. Une bonne différence d'âge également, si vous me donnez 30 secondes, je vais vous donner ça. Donc, moyenne d'âge de 43 ans, notre plus jeune avait 26 ans, notre plus vieux 72 ans, donc quand même, là, on couvrait un large spectre. Et également, ce qu'on a fait, donc on a rencontré ces gars-là, dans des entrevues qui duraient à peu près 1h30, 2 heures, qu'on leur demandait vraiment librement, ben parle-moi de qu'est-ce que tu as vécu, comment ça s'est passé, si tu as demandé de l'aide, ça a été quoi ton expérience, c'est quoi tes besoins, etc. Ensuite, on a présenté les résultats préliminaires de ces entrevues-là à des intervenants. On a fait 2 groupes de discussion avec 14 intervenants. Des intervenants en diversité sexuelle, en violence conjugale, en aide aux victimes d'actes criminels, des services policiers, donc vraiment des intervenants également d'une diversité de services. Donc, comme je vous disais, je vais me concentrer sur violence sexuelle et particulièrement sur un facteur de risque, si on veut, qui a émergé dans la recherche. C'est toute la question des ententes d'exclusivité ou de non-exclusivité sexuelle ou amoureuse. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui est ressorti et je vais vous présenter différents cas de figure. Donc, à propos de la violence sexuelle, donc,
C'est la deuxième forme de violence la plus importante que les gars nous ont parlé. Donc, il y a 17 hommes sur 23 qui nous ont dit avoir été victimes de violences sexuelles. La première forme étant la violence psychologique. Donc, c'est quand même une violence qui est importante. Également, la violence sexuelle est rarement isolée. Généralement, quand les gars nous parlaient de situations de violence sexuelle qu'ils ont vécues, il y avait de la violence psychologique souvent, sinon il y avait de la violence physique, il y avait de la violence économique. Donc, c'était rare qu'il y avait juste de la violence sexuelle. Souvent, quand on parle de violence sexuelle, puis Gabrielle l'énonçait tantôt, on va penser à agression sexuelle, c'est comme l'image sociale. Mais il y a une diversité des manifestations. Donc, effectivement, on a eu des situations d'agression sexuelle, donc dans le contexte d'une relation intime et amoureuse. Mais on a eu des situations où un partenaire contrôlait les pratiques sexuelles dans la relation. Des fausses accusations, qu'un trompe l'autre, de la surveillance entourant l'exclusivité, des pressions indues, donc insister, un peu comme le dernier, là, le dernier témoignage finissait là-dessus, si j'ai dit non, insiste pas, donc on a eu beaucoup de situations où un partenaire insistait, faisait beaucoup de pression, soit pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir certaines pratiques que l'autre ne souhaitait pas. Du chantage, dénigrement lié à la sexualité, lié à sa valeur comme partenaire amoureux ou sa valeur comme partenaire sexuel. Privation de relations sexuelles, donc comme façon de faire chanter l'autre, de punir l'autre. Et comme je vous disais, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, ces manifestations-là se produisaient dans le contexte des ententes d'exclusivité ou de non-exclusivité, donc couple ouvert ou couple fermé. Et là, on a vraiment différents cas de figure. Donc, souvent, on va avoir peut-être l'image que, OK, on s'entend sur un couple ouvert, puis l'autre ne veut pas, ou on s'entend sur un couple fermé, mais l'autre ne veut pas. Mais on a vraiment eu une diversité là, de cas de figure. Je vais vous en présenter quelques-uns. Je ne vous les présente pas tous là, en raison du temps, mais ça va quand même vous donner une bonne idée. Et je vous les présente à partir d'extraits d'entrevues. Donc, ici, on a un exemple d'une entente qui n'a pas été pleinement consentie. Donc, où les deux partenaires ont négocié, peut-être que le mot n'est pas bon, mais où se sont entendus, dans ce cas-ci, pour avoir un couple ouvert. Donc, Pierrot, 43 ans, nous dit au début de la relation, il m'avait avoué que lui préférait vraiment avoir un couple ouvert. Parce qu'il y avait une forte libido. Puis moi, je ne savais pas trop quoi penser de ça, parce que je viens d'une famille traditionnelle, je crois à la fidélité. En même temps, dans un couple gay, je ne savais pas trop à quoi m'attendre nécessairement. Puis comme je voulais apprendre à connaître l'autre, ben j'ai accepté, puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ce qu'on voit dans cet extrait-là, c'est « je ne savais pas que je pouvais dire non ». Je pensais que c'était comme ça dans un couple gay. Donc, toutes les représentations qu'on peut avoir de la sexualité entre hommes, versus moi, mon éducation, versus moi, mes valeurs, puis de un peu chanter que si je disais pas oui à ça, ben j'allais perdre la relation. Autre extrait, ici encore une entente non pleinement consensuelle, mais de l'autre côté. Donc, on était un couple fermé, puis c'était l'exclusivité. Mais moi, je n'étais pas satisfait. Je respectais ça pour lui, mais en même temps, vu que je n'étais pas satisfait, j'avais besoin de combler un besoin. Fait que je regardais des trucs sur l'ordinateur. Puis ça, il m'a déjà vu, je pense qu'il n'a pas aimé ça dans sa tête, puis en tout cas, il m'a déjà humilié devant ses amis par rapport à ça, et il trouvait ça bien drôle.
Donc, finalement, il respecte, il convient d'une entente de couple fermé, ça, il ne convient pas. Et là, il découle différentes tensions qui finissent par des incidents de violence. Autre cas de figure, il y a une entente qui est négociée et qui implique certaines conditions. Et là, il y a des partenaires qui ne respectent pas les conditions. Il y a des cas de double standard où il y a des cas comme ici, Jérôme, 72 ans par contre, qui, eux, avaient une entente de couple ouvert, mais dans une de ces modalités, là, si on veut, de l'entente, c'était que les partenaires pouvaient avoir des relations avec d'autres hommes, mais à l'extérieur du domicile. Donc, les deux vivaient ensemble. Et donc, Jérôme nous dit, bien, c'est ça, un soir, je m'en allais à ma réunion, j'avais oublié un document, donc je suis revenue à la maison. Quand j'ai ouvert la porte, le gars était tout nu dans le salon. Ça, tu m'aurais donné 50 claques en pleine face, ça aurait été le 8e de la douleur que je pouvais recevoir, que ça me faisait. Donc, il y a une entente qui n'est pas respectée par un ou l'autre, ou des cas justement de modalité de double standard. Donc, on s'entend qu'on a un couple ouvert et il y a un partenaire qui raconte ses relations à l'autre, mais quand l'autre arrive pour raconter, ben là, ça ne fait pas. Et là, il s'ensuit de la violence verbale, par exemple. Des conséquences. Donc, déjà, le dernier extrait de Jérôme nous montrait 50 claques d'en face, ça aurait été le 8e de la douleur. Donc, beaucoup de conséquences psychologiques liées à les violences sexuelles. Donc, là, je sors juste de la question des ententes, mais je reviens là plus globalement. Une dépréciation de soi. Donc, justement, tout le dénigrement lié à sa valeur comme partenaire sexuel. Donc, une remise en question de soi. Des conséquences physiques, quand je vous parlais du non-respect des modalités de l'entente. Donc, parfois, quand il y a un couple ouvert, on s'entend de se protéger et un des deux partenaires ne se protège pas. Donc, ici, c'est le cas de Kevin qui dit « il m'a donné la gonorrhée 2 fois ». Et des implications sur la vie sexuelle et amoureuse. Donc, des personnes qui vont remettre en question leur orientation sexuelle, qui vont remettre en question leur pratique sexuelle. Et souvent, c'est des conséquences sur le très long terme. Donc, Pierrot nous dit ici, depuis cette relation-là, la pénétration, c'est quelque chose que moi, je veux plus. Et Pierrot référait à une relation d'il y a 18 ans. Donc, où il y a eu justement un cas d'agression sexuelle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ces résultats-là? Bien, ça dit plusieurs choses très préoccupantes, mais ça ramène toute la question justement du consentement. Quand on a présenté les résultats aux intervenants, les intervenants justement ont tout de suite réagi ou amené le thème du consentement, ce qui n'était pas nécessairement ressorti dans les entrevues avec les 23 gars, mais les intervenants ont beaucoup accroché là-dessus et ont entre autres aussi accroché sur toute l'importance de la question des couples ouverts fermés parce qu'eux aussi voient beaucoup ça dans leur pratique et comment finalement, est-ce que cette entente-là, comment elle est négociée? Est-ce qu'elle est négociée de bonne foi, de plein gré? Est-ce qu'elle est vraiment consensuelle? Est-ce que les modalités, donc par exemple, se protéger ou non, le lieu dans lequel ça peut ça peut se tenir, est-ce qu'on en parle ou non? Donc, est-ce que les modalités sont discutées? Est-ce que cette entente-là est révisée aussi? Parce qu'on peut s'entendre au début, puis finalement, ça ne marche pas. Ou finalement, ça marche un bout, puis ça ne nous convient pas. Donc, beaucoup de questions, finalement, qui ne sont pas nécessairement adressées par les gars quand ils s'entendent. Et des fois, il y en a un qui pense qu'il y a une entente et l'autre ne sait pas qu'il y a une entente. Donc, tout ça fait que ça, c'est un thème, je pense, qui est important à réfléchir en termes de consentement. Puis, c'est quelque chose, je pense, qui peut contribuer à prévenir, justement, les violences sexuelles pour la suite. Donc, je vous remercie de votre attention. J'ai l'impression d'avoir parlé très, très vite. J'espère que vous avez réussi à suivre. Merci pour l'invitation à Réseau et à Fierté. C'est toujours intéressant de présenter les résultats d'une recherche dans une soirée comme ça sur le consentement. Je vois Gabrielle, qui me fait un lien, qui me fait signe.
J'en profite aussi pour vous parler d'une autre recherche. Donc, on a rencontré 23 gays. On commence actuellement une recherche auprès des populations lesbiennes, trans, non-binaires, bisexuelles, pansexuelles. Donc, la recherche est actuellement en cours. Présentement, on fait le recrutement auprès des populations lesbiennes. Au courant de l'hiver, ça va être personnes trans ou non-binaires et ensuite bisexuelles. Donc, Gabriel et moi, on a des dépliants. On a commencé par les hommes gays, mais justement, on est intéressé à voir comment ça se vit chez les différentes populations. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Une présentation, c'est Pascal Vaillancourt, qui est le directeur général de Interlink, pour présenter Alix, qui est une plateforme web qui avait jour au cours des derniers mois, qui fait suite au registre des actes homophobes. Oui, Pascal, je suis le directeur général de l'organisme Interlink. Interlink, il y a quelques mois, en fait, on a lancé la plateforme Alix. Juste pour vous mettre dans le contexte historique, en fait, Alix, c'était avant le registre des actes homophobes qui avait été lancé par Laurent McCutcheon et l'équipe bien avant moi, en fait, là, en 2012-2013. Alix, en fait, est une plateforme... en fait, si je me rapporte au registre des actes homophobes, l'idée était de donner un portrait plus réel de l'homophobie au Québec, parce qu'on sait que les personnes LGBT ne déclarent pas les situations de violence homophobes dont elles sont victimes. Quand on a fait le virage de Gay Écoute vers Interlink, l'idée derrière ça, c'était de devenir plus inclusif. Donc, c'est important pour nous que les services qu'on avait deviennent inclusifs également, du pourquoi le registre des actes homophobes a évolué vers ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Alix. Juste les statistiques liées au registre des actes homophobes dans le passé, la police de Montréal nous avait téléphoné et nous avait mentionné qu'il y avait seulement une trentaine de plaintes, en fait, en lien avec l'homophobie. Nous, à travers le registre, on en avait eu 1200 dans une année. Alors, de ces 1200 plaintes-là, il y en avait 43 % qui étaient à caractère criminel et il y en avait 17 % qui étaient à caractère violence physique. Donc, on se disait que c'était quand même pertinent, finalement, un service comme ça où les gens peuvent aller recenser ou déclarer les violences dont ils étaient victimes. C'est pour ça qu'on a décidé de ramener Alix. Pourquoi Alix? Alix, c'est un prénom non genré, en fait. L'idée pour nous, c'était d'humaniser une plateforme qui peut-être peut avoir l'air un peu froide parce qu'on parle de recensement. Donc, on a voulu lui donner un nom, en fait, puis un volet de soutien derrière, que je vais vous expliquer dans quelques petites secondes, dans le fond. Mais globalement, Alix, c'est la version, dans le fond, 2.0 du registre. Qui s'intéresse à l'ensemble des réalités LGBTQ+, donc pas seulement aux hommes gays ou aux femmes lesbiennes comme le registre des actes homophobes le faisait, mais également aux réalités de transphobie, aux réalités aussi des violences intra-communautés, entre nos communautés, donc des personnes trans qui pourraient vivre, exemple, de la transphobie de la part de femmes lesbiennes ou d'hommes gays. Bien, le registre avant ne permettait pas ça, maintenant on s'y intéresse. Ça s'intéresse également à l'ensemble des violences. Donc, oui, l'homophobie, la transphobie, mais les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences institutionnelles, les violences, la cyberviolence, l'ensemble des violences, finalement. Et l'idée derrière ça était de ne pas invisibiliser ce qui est déjà pas très visible pour nous, en fait. Nous, on le sait, mais c'est souvent... palpable, on le sait parce qu'on entend des témoignages dans nos communautés, mais quand c'est le temps d'avoir des données probantes, il n'y en a pas beaucoup parce que les gens ne les déclarent pas. Donc, le contexte derrière Alix, c'était vraiment d'en arriver à... Il y a trois principaux objectifs qui sont en fait recenser, soutenir et agir. Quand on parle de recenser, on ne parle pas de dénoncer. On parle que les gens puissent aller sur la plateforme, déclarer de façon anonyme et confidentielle un acte de violence dans l'intimité de leur foyer. Là. Et l'idée derrière ça, c'est pas de mettre une pression sur les victimes pour dénoncer. Parce que des fois, le lien de confiance avec les institutions, il n'est pas là pour différentes raisons qu'on connaît bien. Alors, nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent à l'aise de déclarer pour pouvoir dresser un portrait de ces situations-là. À travers le soutenir, en fait, c'est la ligne d'écoute 24 heures d'Interlink, qui est notre service phare, qui est là depuis bientôt 40 ans, en mars prochain. Moi, je viens d'avoir un vertige, j'en ai 10 ans. Dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que le service est toujours là, dans le fond, pour accompagner les victimes à travers une déclaration, exemple, s'il y aurait un sentiment,
un trigger ou quelque chose qui se passe, ben, le service est toujours là 24/7. Normalement, vous allez voir éventuellement une boîte de clavardage apparaître sur Alix qui va être un lien direct avec notre équipe d'intervention. Elle était là, mais on a retravaillé le site dernièrement, il faut la ramener. Il y a également dans le volet soutien, Alix, c'est un endroit où on veut consolider des ressources sécuritaires, donc des ressources qu'on a vérifiées, qu'on a pris le temps d'appeler, qu'on a vérifié à quel point sont à l'aise avec les réalités LGBTQ+. Ça, c'est quand même un gros travail, là, parce que quand on a sorti Alix, tout le monde voulait avoir son nom sur Alix. Là, nous, il a fallu dire non. Parce qu'il y a des gens qui voulaient leur nom, qui voulaient avoir leurs ressources sur Alix, mais qui n'avaient aucun employé LGBT dans leur organisation, puis qui n'avaient pas le vocabulaire, le lexique, ou juste la compréhension des réalités. Donc, on a mis en place différentes façons de vérifier ces ressources-là, mais sur Alix, vous allez trouver des ressources qui sont vérifiées. Donc, si vous voyez, exemple, un Calax, je sais que dans les communautés trans, souvent les Calax, c'est des endroits associés à de la violence, mais pas tout le temps. Il y a des Calax à travers le Québec qui ont fait leur devoir, qui ont développé finalement différentes façons, différents outils pour intervenir adéquatement au sein de leur organisme. Mais ça, on les a vérifiés puis on les a mis. Oui. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est le volet soutien, en fait. Puis le volet agir, en fait, c'est qu'avec, évidemment, le fait que les gens vont déclarer les violences, ça va nous permettre de récolter des données qui vont nous donner plus d'informations sur les situations vécues, mais aussi le volet ressources. Parce que, est-ce que les gens ont été vers des ressources? Est-ce qu'ils ont été bien accueillis dans les ressources? Est-ce que c'est des ressources qui ont eu un impact positif ou un impact négatif dans leur vie? Fait que nous, on a ces données-là. L'idée n'est pas de taguer des ressources et de leur dire « vous faites pas votre travail ». C'est pour rendre les choses visibles. C'est important pour nous qu'une fois que les violences étaient déclarées, qu'il y ait une cartographie. On voulait que ça soit visuel. Maintenant, évidemment, c'est pas précis. Une personne à Montréal déclare une violence dans le quartier Saint-Michel, exemple, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas que c'est dans le quartier Saint-Michel. Vous allez voir sur l'île de Montréal, il y a une pastille dans le fond qui apparaît. En haut, vous avez les formes de violence qu'elle représente, avec les petits ronds de couleur, là. Puis, je pourrais l'agrandir davantage si je voulais voir plus à Montréal qu'est-ce qu'il y a eu. L'idée derrière ça, c'était vraiment d'un peu briser l'isolement, de dire aux gens, vous n'êtes pas tout seul qui en vit de la violence. Ça arrive à plusieurs personnes. Puis, essayer de dire aux gens qui sont, dans le fond, de déclarer ça sert à quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes qui en vivent et qui ne sont pas seuls. Alors, globalement, c'était ça. On a eu quand même le souci quand on a développé ça. Dans le fond, la cartographie, Alix est disponible à travers le monde à l'heure actuelle. Là, ça a l'air full big, là, mais quelqu'un en France ou en Belgique ont déjà déclaré des violences dans le formulaire. Évidemment, on n'a pas fait de campagne de communication dans ces pays-là ou dans d'autres pays à l'heure actuelle. On se concentre sur le Québec. Et en ce moment, seules les victimes peuvent déclarer. Mais éventuellement, il y aura un bouton témoin. Parce qu'on le sait que les victimes déclarent moins. Puis quand on avait le registre des actes homophobes, on avait aussi le bouton témoin et il y avait énormément de déclarations qui rentraient par là. On n'a juste pas fini de le faire, puis on s'interrogeait aussi à l'idée qu'éventuellement il y a un bouton jeunesse pour que ça soit moins, puis faire quelque chose de peut-être plus jeune finalement, plus dynamique. Puis on le sait, là, la plateforme, ça peut donner peut-être un petit look universitaire et recherche et tout ça. Mais l'idée, c'était quand même que quand les gens allaient déclarer le formulaire, on a essayé que ça soit le plus accessible possible. Donc, quand les personnes ont, exemple, on parle de violence économique, bien, dans le formulaire, on l'explique, la violence économique, puis on l'explique avec des actions qui sont quand même un peu vulgarisées, dans le fond, dans l'idée que ça soit accessible le plus largement possible. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses, là, il est lancé depuis quelques mois, puis on va s'adapter parce que les gens peuvent commenter notre formulaire, les gens peuvent amener leur opinion, puis nous, après un an, on va réadapter la plateforme pour qu'elle soit encore plus, qu'elle réponde mieux aux besoins. Puis j'en arrive à la fin, en fait. Globalement, il y a une section ressources où vous allez pouvoir voir les initiatives qui ont été faites. Notre intention avec Alix, c'est de rassembler les différents partenaires. Parce que là, on le sait, là, la violence sexuelle, la violence conjugale, la violence en général, c'est une thématique à la mode dans les demandes de financement en ce moment. J'aime pas ça dire ça, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on le voit. Tous les gouvernements en ce moment mettent cette thématique-là. Puis on se disait qu'on avait remarqué à travers Alix, puis à travers d'autres projets, qu'il y avait une multiplicité des ressources, puis une multiplication qui se faisait. Donc, Alix, on essaie de rassembler les ressources, en fait, le plus possible sur Alix. En ce moment, nos différents partenaires embarquent, là, les gens nous... Fait que si vous allez dans la section ressources, vous allez voir différentes initiatives qui ont été faites en haut. Bon. Je
juste vous montrer qu'est-ce que la violence... Bon. Le répertoire des ressources, ça, c'est par région du Québec. Là. Comme je vous disais, on a essayé d'avoir au moins une ressource par région. Quand vous allez dans la section du... Vous avez le partout au Québec, évidemment, comme exemple, une ligne d'écoute. Mais vous pouvez après ça aller cliquer sur une région, puis les ressources suivent ensuite par région. Et comme je vous disais, il y avait la multiplicité des initiatives. Donc, on a essayé de rassembler plusieurs initiatives dans les outils. Donc, là, vous avez différentes thématiques. Mais exemple, matériel de sensibilisation, si vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir différentes campagnes, différents matériels qui existent. Donc, exemple, la campagne de consentement de réseau, ça pourrait être quelque chose qui soit ajouté éventuellement à Alix plutôt. Et bref, l'idée étant de mettre tout ça à la même place pour éviter qu'il y ait une multiplication des sites web et des trucs pour la vie. On arrive à un volet témoignage. Je vais inviter Dali Godbout et David Thompson de nous rejoindre à l'avant. Alors, on a voulu proposer des témoignages en lien avec le consentement, peut-être aussi des violences. On a essayé de trouver des angles un peu différents. Donc, j'avais invité Dani pour le volet plus pratique fétiche, BDSM, tout ça. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à la notion du consentement? Je pense qu'on a des choses à apprendre, ou en tout cas à regarder ces modèles-là. Et aussi, dans le fond, Dani, je vais laisser vous présenter en fait. Je m'appelle David, je suis membre du CA de Réseau depuis longtemps. Avant ça, j'ai été actif chez ACCM et je suis avocat et je vois des clients qui me sont référés par les travailleuses sociales au service des maladies virales chroniques au CUSM, le Centre universitaire de santé McGill. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont vivant avec le VIH et qui sont immigrants ou réfugiés au pays. Ils viennent des hommes et des femmes et qui ont souvent vécu dans leur parcours des violences sexuelles. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, du temps, oui. Combien d'années? Au moins 25 ans. C'est l'autre. Oui. Oui, OK. Mon nom, c'est Danny Godbout. Je suis Monsieur Cuir Montréal 2011. Je travaille dans une boutique fétiche qui s'appelle Armada, ici à Montréal. Et puis, j'ai commencé à être actif dans la communauté depuis l'âge de 17 ans. J'ai travaillé dans les bars illégalement. J'avais 17 ans, je lavais des verres dans un bar qui s'appelait le Baccarat à l'époque. Oh, je me souviens. J'étais probablement un client. Et puis, je suis content qu'Alexandre m'ait demandé de parler de témoignages par rapport à le consentement et dans le milieu BDSM, pour ma part, mon historique. Dans mon temps, j'ai trouvé ça vraiment bien, la façon que la personne a dit là, tantôt, je ne me souviens pas comment il s'appelle, Gabriel. Dans mon temps, oui, c'était plus fun. Mais ce qu'il faut et ce que j'enseigne à tous les jours quand je travaille, quand les gens viennent et j'entends cette réplique-là, dans mon temps, j'étais jeune. Dans mon temps, je faisais les foleries que je faisais parce que c'était acceptable. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont plus jeunes et eux, ils disent et ils font ce qu'ils ont à faire et c'est ça que eux autres trouvent le fun. Eux, quand ils auront 50 ans, moi j'ai 53, quand eux auront 53 ans, ils vont dire « Dans mon temps, c'était plus fun ». Parce que eux, ils ont connu cette activité de plaisir et de consentement et de peu importe ce qu'ils auront vécu, eux aussi, à leur tour, pourront dire « dans mon temps ». J'ai entendu vos propos, vos analyses et tout. La même chose avec Gabriel, avec tous les panélistes qui sont montés sur la scène ici pour discuter. Et il y a des choses qui me reviennent et qui me chicotent un peu parce que je suis quand même pas un jeune.
Mais il y a une affaire qui a été comme oubliée dans ce que vous dites, c'est que on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de prévention, mais par exemple, on oublie d'éduquer les gens qui sont plus vieux. Dans mon temps. Je vais vous donner un exemple très proche de chez moi. Ma mère, elle a 75 ans. Moi, je conduis la voiture et on sort à toutes les 2 semaines et on s'amuse. On fait nos tournées, on va chez Walmart, on fait nos affaires. Et dans son temps, c'était normal de dire des choses qu'aujourd'hui, ça nous graffine les oreilles, nos oreilles veulent saigner. Et en tant que son garçon, je lui enseigne que c'est pas correct de dire des mots qui sont pas corrects. Puis, elle dit, ben voyons, j'ai toujours dit ça. Mais maman, tu peux pas dire ça. Puis là, pourquoi? Ben là, c'est à moi, c'est mon devoir de y expliquer. Alors, je vais lancer à tous les organismes LGBTQ+, de penser à cette génération-là, la mienne, celle d'avant, qu'eux aussi ont besoin d'éducation par rapport à c'est quoi le consentement. Dans mon temps, c'était correct. Ça ne veut pas dire que c'était correct, c'était toléré. Alors, la tolérance, elle a changé au fil des années et maintenant, on est dans une période de temps où on est très averti, on est très ouvert, on est très alerte par rapport à tout ce que nos droits nous donnent. Et on est très... ce que les gens oublient aussi, c'est que notre génération, on était des pionniers à courir dans les rues pour nos droits, pour être gay, pour être lesbienne, pour être queer. On a pavé beaucoup de chemins par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et je trouve que parfois on oublie ça. Je suis un homme de 53 ans, je suis gay, je suis queer, même si je ne m'identifie pas comme queer, mais j'ai cette mentalité-là. Je suis une drag queen, je suis un gars de cuir. Le consentement par rapport... Là, je prends beaucoup de temps, mais c'est comme une petite crotte sur le cœur. C'est une crotte sur le cœur, mais en même temps, c'est une éducation. Je pratique le BDSM depuis plusieurs années et dans la façon dont on pratique, c'est différent pour tout le monde. Il y a des ateliers sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Moi, ma spécialité dans le milieu BDSM, c'est la percussion. Donc, moi, j'aime utiliser des martinets, j'aime jouer avec la percussion, jouer avec de l'impact. Avant même de jouer avec quelqu'un, et j'appelle ça un jeu, parce que avant d'entretenir un acte, il y a un dialogue qui se fait avant. Et dans mon cas, à cause de qui je suis une personne qui a dessiné un peu mon parcours par le respect. Donc, quand je me présente dans un donjon, les gens savent déjà qui je suis. Et il y en a des petits nouveaux qui vont venir vers moi et qui vont me demander « Monsieur, est-ce que vous pouvez me flageller? » Parce qu'ils ont confiance en moi. Alors moi, je prends le rôle d'éducateur, je prends le rôle de mentor et je vais leur donner mon expérience, mon expertise. Et la façon que ça se fait d'une façon très conviviale et on donne des instructions. On rassure les gens. Pendant qu'on est en train de faire le jeu,
c'est toujours la personne qui est en train de se faire l'acte d'impact, ou peu importe, là, je parle d'impact parce que c'est un des sports que moi j'aime faire. Mais il y a des ateliers sur tout. Il y a des ateliers sur l'impact. Il y a des ateliers sur la cire, la momification, le CBT, qui est le cock and ball torture. C'est tous des actes qu'après ma barre, oui, ça prend un consentement. Est-ce qu'il y a des expériences, comme dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, des fois ça tourne mal? Oui. J'en entends des histoires, j'entends des histoires d'horreur à tour de bras, à cause de l'emploi que j'ai. Je fais beaucoup d'éducation sexuelle et j'ai aucune formation. Je démystifie beaucoup la sexualité parce que les gens sont encore renfermés. J'aimerais ça que les gens puissent apprendre c'est quoi la sexualité, puis même des gens proches de nous qu'on pense qui ont une ouverture d'esprit, ils ont certaines restrictions parce qu'ils ont leur vision de la sexualité. Même moi, j'ai quand même une ouverture, j'ai quand même un éventail d'ouverture d'esprit par rapport à plein de choses, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, je vais dire, les jeunes, les millennials, m'apprennent beaucoup présentement dans ma vie quand que je vais au donjon une fois par mois, et c'est la nouvelle génération, les poppies. Les poppies m'apprennent énormément. Les poppies, c'est un nouveau... c'est pas un nouveau, ça fait quand même... Ça a toujours existé, mais c'est très prédominant présentement parce que c'est plus ouvert. On les voit plus et ils aident beaucoup le dialogue. Oui? Ah. Ben, je prends pas là. Hein? Ben, on va laisser David continuer parce que je peux parler longtemps. Alex, tu commences là. Oui. Okay. Bon, désolé. Non. Quoi dire? OK, le consentement. J'ai 60 ans, alors évidemment, je représente une génération qui est beaucoup plus vieille. Je m'aligne, je vais dans le même sens que Danny, dans le sens que tout ce qui touche l'identité de genre, tout ce qui touche la transsexualité, tout ce qui touche la bisexualité, l'asexualité, viennent maintenant beaucoup plus au premier plan que quand j'étais jeune. Donc, j'ai des choses à apprendre. Il y a un lexique qu'il faut apprendre et ça prend un effort, ça prend une ouverture d'esprit. Ça dérange notre monde où nous nous sommes classifiés selon des identités bien construites autour de l'orientation sexuelle. Et donc, j'ose croire qu'à 60 ans, je suis toujours capable d'apprendre et de modifier et changer, pour le mieux, j'espère. Je dirais, dans ma vie, très rapidement, jusqu'à quand j'avais à peu près 12 ou 14 ans, je ne me souviens plus, mais c'est 1970 à peu près, donc j'avais 11 ans, l'homosexualité était carrément criminalisée au Canada. Et toutes les images de l'homosexualité quand j'étais jeune étaient hyper négatives. C'était des tueurs en série ou des drag queens, mais des drag queens qui finissaient à être tuées dans les films de cinéma. Et c'était la seule chose que... oui, c'était les pédophiles aussi. Ça, c'était les 3 modèles de l'homosexualité vécus dans les médias populaires, dans le cinéma, dans la télé et dans la presse. Donc, c'est
c'était très difficile à être gay dans cette époque. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que les lois contre la discrimination sont venues beaucoup plus tard. La Charte québécoise est venue 10 ans après ça, la Charte canadienne 15 ans après ça. Et la province d'Alberta a combattu les lois antidiscriminatoires basées sur l'orientation sexuelle jusqu'à la Cour suprême. Ils sont allés vraiment aussi loin qu'ils pouvaient. Donc, il y a une ville qui chevauche exactement, la rue principale chevauche la Saskatchewan et l'Alberta. Ça s'appelle Lloydminster. Donc, si je voyageais à travers le Canada dans une voiture, mais traverser la rue principale, c'était parfaitement légal. Donc, l'impact de vivre dans une société où le discours populaire et le discours officiel et légal et contre qui tu es réduit ton existence vraiment à des purs essentiels. Et pour nous et ma génération, les purs essentiels, c'était de trouver des endroits sécuritaires où on pouvait vivre notre sexualité et vraiment exploser en termes de pleine sexualité. Et aussi, à cette époque-là, de 80 jusqu'à, disons 82, 83 jusqu'en 95, c'était l'époque du sida et les gens mouraient. Moi, j'avais travaillé et fait du travail bénévole et payé dans les ONG communautaires VIH-Sida et je voyais des hommes qui rentraient dans mon bureau, diagnostiqués souvent tard et leur espérance de vie était 4 ans et demi. Donc, on planifiait, dès la première rencontre presque, on planifiait comment allez-vous vivre les 4,5 dernières années de ta vie. Il n'y a pas d'espoir. Voilà, donc on va parler de rédiger un testament, etc. Donc, lorsqu'on sortait, on avait le goût vraiment de lâcher loose et vivre notre sexualité. Et alors, quand sont venues la campagne de réseau, que je trouve était super intéressant parce que ça nous a obligés à prendre part et parler du consentement d'une manière qu'on ne l'avait pas fait auparavant. Et je pense que c'est surtout ce discours qui est intéressant et fertile. Mais j'ai des amis de mon âge qui sont très bien instruits, qui ont des bons jobs et qui honnêtement sont très négatifs ou assez négatifs contre la campagne. Gabriel pourrait parler davantage, mais parce qu'il le voit justement comme si on est en train de remettre la sexualité, la joie de la sexualité en groupe, je dirais même aussi, la liberté d'être exhibitionniste dans le placard. Et, mais en même temps, il y a très longtemps, quand j'ai travaillé chez ACCM dans les années 90, je pense fin des 90, j'ai raconté parfois dans le centre de jour à des clients, on parlait de quelle était ton meilleure expérience sexuelle dans ta vie, quel était le pire. Et souvent, quand je parlais du pire, c'était un cas au sauna où un gars avait commencé à un peu faire du BDSM avec moi. Au début, c'était correct, mais à un moment donné, c'est devenu trop douloureux. Et j'ai dit non, et ça a continué, puis ça a eu lieu. Donc, là, j'ai expliqué, je me suis exprimé toujours en termes de « oh, c'était vraiment un bad date ». C'était vraiment une mauvaise fréquentation. Et c'était un intervenant, une femme de Vancouver qui travaillait chez ACCM. Elle était super sympathique, puis elle est venue me voir à un moment, puis elle a dit « David, ça fait 3 fois que je t'entends parler de cette histoire. » Puis elle m'a dit « Vous vous rendez compte que si vous étiez une femme, vous parlerez de viol. » Moi, j'avais même pas conçu que c'était un viol. Parce que, entre hommes, c'était comme si c'était inconcevable. Notre société n'était pas encore assez évoluée pour se rendre compte que c'était possible. Et donc, il y a une intersectionnalité de toutes sortes de choses. D'une part, beaucoup de nous ont été victimes de violences sexuelles lors de notre jeunesse. Nous savons, comme je crois que les taux de violence conjugale
chez les gays est plus élevé. Nous consomme de l'ecstasy, on consomme du crystal meth, on consomme de l'alcool, on consomme du GHB, et le consentement devient plus difficile dans ces moments-là. Et la dernière chose que je dirais, c'est que c'est bien beau d'avoir toutes ces lois et les règles sur le consentement. Mais si tu es un gars, puis tu vas au sauna, puis tu prends du GHB, et tu te fais violer contre ton gré, et tu vas ensuite à l'urgence, puis il déroule tout le kit d'intervention pour une victime de viol. Mais quand vient le moment pour s'asseoir avec le procureur de la couronne, puis tu étais dans un sauna, puis tu as consommé, c'est just too bad. La vaste majorité des procureurs de la couronne ne déposera pas d'accusation. Non plus, je crois, honnêtement, sur une rencontre chez Grindr, ou sur Grindr. Et c'est ça aussi, c'est que les recours peuvent être très officiels en droit, mais mythiques, non réels en réalité. Et ça, alors, ça prend une formation policière et des procureurs pour qu'ils soient assez sympathiques à la cause. Donc, j'ai pas énormément d'autres choses à dire, mais je pense que c'est un sujet très, très complexe. Et la société évolue de plus en plus vers mettre de l'emphase sur le consentement. Peut-être je dirais juste une dernière chose, 30 secondes. Je me souviens une fois, je suis allé au bar Cox et j'ai rencontré un homme qui était habillé en cuir, ça faisait tourner les roues dans ma tête, disons. Donc, Pas juste tiens. non. Alors, on est sorti du bar, puis sa voiture était juste là. Puis j'ai eu une flash, puis je lui ai dit, vous savez, j'aime beaucoup les icônes de la violence, mais j'aime pas beaucoup la violence. Et lui, il était en train de prendre la poignée de la porte, puis je l'ai vu qu'il a hésité quelque peu. Ça m'a donné un peu peur. Mais en fait, il a dit, OK, let's go. Puis, je lui ai amené, il m'a amené dans sa maison, et c'était, je dirais, très agréable. Il n'est pas allé trop loin, mais c'était aussi une des rencontres les plus bizarres de ma vie. Donc, j'ai beaucoup plus de plaisir à raconter cette histoire que l'autre histoire où j'avais dit non, 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 et ça passait à l'acte quand même. Donc, voilà, ça c'est des cicatrices avec tu vis, malheureusement, et tu apportes avec toi, tu n'oublies pas des choses comme ça. Non. Moi, je vais juste faire un wrap-up. J'ai pris des petites notes pendant les interventions. Donc, la première, c'était dans mon temps. Je l'ai entendu. Ça vient me chercher cette petite phrase-là parce que j'ai marqué, c'est de l'éducation. Il faut qu'on fasse de l'éducation par rapport aux gens de cette époque-là. Et même d'avant, même l'époque de ma mère, je lui fais de l'éducation. Dans le BDSM, le consentement sexuel, peu importe ce qu'on va faire, que ce soit BDSM, peu importe que ce soit la date qui arrive à la maison et qui veut juste avoir une fellation, c'est pas grave. Il y a un consentement, il y a un dialogue qui se fait avant. Je vois des choses sur Grindr. Il y a un groupe Facebook qui se fait Grindr, puis les gens mettent des choses à bon et mal qui leur arrivent. Moi, ça m'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive pas. Peut-être parce que je suis capable de mieux gérer certaines situations à cause de mon expérience et de mon âge, mais je suis capable de filtrer ces choses négatives-là. Donc, si vous voulez vivre des expériences sexuelles qui sont hors du commun et que vous voulez expérimenter, avant de le faire avec un étranger complètement qui ne sait pas de quoi il fait, allez consulter des gens dans le milieu. Il y a des ateliers qui se donnent sur le BDSM, sur toutes les affaires. Toutes. Si vous voulez, venez me voir, je vais vous donner des références.
Il y en a plein des références. Puis, faut aussi penser, j'ai marqué jugement intercommunauté LGBTQ. On se auto-juge. Les gens qui portent le cuir, les drag queens, les personnes qui sont plus vanille. On nous juge et on se juge. Oh, lui, il fait ça, oh, mon Dieu, oh, lui, il fait ça, mon Dieu. Hey, depuis que je fais de la drague, les chances sont un petit peu moins élevées. Mais bon. Et la violence gratuite. La violence, là, c'est pas juste parce qu'on est LGBTQ+. C'est beaucoup plus omniprésent présentement, la violence. J'ai un de mes amis qui vient de poster aujourd'hui. Hier, il s'est fait agresser dans un dépanneur. Il sortait avec sa slush dans un verre et il s'est fait attaquer par 3 gars. C'est pas parce qu'il a l'air gay, il a pas l'air gay du tout. Mais il est gay. Mais il était capable de se défendre. Fait que c'est de la violence gratuite. Ça arrive encore aujourd'hui, ça arrivera toujours. Ce qu'il faut faire, c'est l'éducation. Et voilà. Quand on recule de quelques années avec le MeToo, l'intergénérationnel est arrivé aussi. Hein? C'est social avec tout ce que je pense que David et Denis ont très bien expliqué. C'est un contexte qui fait référence à un passé, à une éducation connue, tout ça. Donc, on le sait très bien que quand on parle de consentement entre hommes, on va arriver à un moment donné à cette opposition-là, mais c'est pas ce que Réseau veut faire, c'est pas ce que Réseau a fait et souhaite faire, c'est juste d'amener à la réflexion là-dessus. Puis si 2 personnes se touchent et c'est consenti, on ne s'adresse plus à ces personnes-là. On parle aux personnes qui font des choses sans se poser de questions. Puis dans la campagne, Gabriel a mentionné ici, je pense, on s'est beaucoup posé la question, la campagne consentement, quel est le ton qu'on veut avoir? Mais c'était clair, on ne veut pas s'adresser à des agresseurs, à des agressés, on veut s'adresser aux deux, pour que tout le monde se sente interpellé, peu importe, parce que je ne vais pas poser la question comme nous le demander à Catherine Perrin jadis, mais nous avons tous probablement vécu des situations où on a agressé, où on a été agressé. Je parle de micro-situations dans les bars, dans les moments festifs. Je pense qu'il faut le dire. Chacun après peut y penser en s'en allant, mais c'est notre passé, mais où on s'en va avec ça. C'est ce qu'on voulait créer comme réflexion avec ces 2 campagnes, et pas opposer des générations, parce que il y a un pont à faire, puis on en parle souvent, de créer un pont entre les générations LGBT d'avant et de maintenant et de plus tard, tant sur le consentement ou autre chose. Donc, c'est un peu ce qui était sorti à l'entrevue aujourd'hui, parce qu'on est revenu encore sur cette opposition générationnelle. Donc, c'est la fin. Il reste quelques minutes, peut-être pas un peu plus. On veut maintenant, si vous avez des questions, des personnes qui ont parlé, si vous voulez partager quelque chose, une situation, quoi que ce soit, c'est à vous.